Propriété, souveraineté et formalisme. L'article suivant est une traduction d'un article initialement paru sur le blog de Urloc 151 traitant du formalisme de Yarvin. Définition. Droit de propriété. Le droit de propriété est défini comme une attente raisonnable de contrôle sur un objet ou sujet, mais le sujet est plus complexe, donc nous nous limiterons aux objets. Cette définition, proposée par Al Renou, est la meilleure que j'ai rencontrée. Elle n'est pas révolutionnaire, elle est même assez fondamentale, mais sa beauté réside dans sa simplicité. Elle est simple tout en étant très précise, ce qui est exactement ce que l'on recherche dans une définition. Le terme « propriété »,« droit » est une pure construction sociale, ce qui, après tout, prouve l'utilité du terme. C'est une « construction » dans le sens où il s'agit d'un « concept », une « idée » humaine, et non d'un objet physique. Il est qualifié de « social », car son objectif est de faciliter les interactions entre individus. Pour illustrer, prenons l'exemple de Robinson Crusoe sur une île déserte. S'il n'y a pas d'autres agents rationnels, c'est-à-dire d'autres humains, sur l'île, le concept de propriété n'a aucun intérêt pour Crusoe, car il n'y a personne pour contester sa possession de ce qu'il pourrait acquérir. Il pourrait revendiquer toute l'île comme sa propriété, ce qui serait sans importance puisqu'il n'y a pas d'autres êtres humains. Puisque le concept de propriété ne devient pertinent qu'avec l'introduction d'un autre agent humain rationnel, il convient d'ajuster légèrement la définition d'Al Renou. Un droit de propriété est donc une attente raisonnable de contrôle dans les relations sociales ou interpersonnelles. Il est évident que Crusoe ne va pas débattre avec un perroquet ou un singe afin de savoir qui est le propriétaire légitime d'une orange. Bien que cela soit implicite dans la définition d'Al Renou, nous nous efforçons de pratiquer un formalisme rigoureux, et un bon formalisme exige de rendre tout explicite. Souveraineté. Si le droit de propriété correspond à une attente raisonnable de contrôle, la souveraineté, elle, représente un contrôle de facto. Ces deux concepts, propriété et souveraineté, sont en réalité deux faces de la même médaille. La différence réside dans le fait que la propriété est un concept social interpersonnel de jure, tandis que la souveraineté est un concept de facto et n'a pas nécessairement besoin d'autres agents rationnels pour être applicable. Crusoe peut exercer un contrôle total, souverain, sur une orange, sans la présence d'autres agents rationnels. Tant qu'il a un contrôle total sur un objet et peut en disposer à sa guise, il est le souverain propriétaire de facto de cet objet. Si un singe dérobe l'orange, Crusoe perd le contrôle de celle-ci, ce qui signifie qu'il n'est plus le souverain propriétaire de l'orange, le singe l'est. Ainsi, la souveraineté précède les droits de propriété et, bien que le dernier ne soit pertinent que dans les relations interpersonnelles, le premier est un concept pertinent en toutes circonstances. Revendiquer que quelque chose est votre propriété équivaut à dire que vous vous attendez à pouvoir exercer un contrôle réel sur cette chose à votre guise, tandis qu'être souverain sur quelque chose signifie en avoir le contrôle effectif. Autrement dit, une revendication de propriété est aussi une revendication de souveraineté, ou une revendication de contrôle sur quelque chose. Dire « X est ma propriété » revient essentiellement à dire « Je m'attends à pouvoir contrôler X ». Si vous contrôlez effectivement X, alors vous en êtes le souverain propriétaire. Pour simplifier, pensez à la souveraineté comme à un verbe et à la propriété comme à un nom, bien que cela ne soit pas techniquement correct. Cela aide à distinguer les deux concepts. Maintenant, tout cela peut sembler quelque peu redondant. On dirait que je définis la propriété et la souveraineté de la même manière. Dans un sens, c'est exactement ce que je fais. Mais d'un autre côté, je fais également une distinction, que la plupart des gens peuvent trouver peu pertinente. Cependant, tout cela est très important d'un point de vue formaliste, surtout lorsque nous considérons la formule que ces définitions nous fournissent. Et la formule est simple. La propriété dérive naturellement de la souveraineté. Si vous avez un contrôle réel sur quelque chose, cela vous appartient de facto, et vous pouvez revendiquer avoir des droits de propriété dessus devant d'autres agents rationnels, ce qui en ferait votre propriété de jure, à condition que personne ne conteste cette revendication. Il devrait être clair maintenant que le concept de facto fonctionne à un niveau pratique, tandis que le concept de jure opère à un niveau abstrait, idéal, social. Si un autre agent conteste la revendication, cela signifie un conflit, guerre, qui décidera si l'objet restera en votre possession ou non. Si vous gagnez le conflit, il reste le vôtre de facto et, en supposant qu'aucun autre ne conteste votre propriété, il reste également le vôtre de jure. Encore une fois, tout cela n'est-il pas purement redondant? Pas pour un formaliste. Ce que nous remarquons, c'est que le concept social de jure interpersonnel du droit de propriété suit toujours le contrôle de facto ou la souveraineté sur un objet. C'est-à-dire que les deux ne peuvent être séparés. Les conflits de propriété sont toujours, au fond, des conflits sur le contrôle de facto, souveraineté.
Des problèmes surviennent lorsque la souveraineté de facto n'est pas alignée avec le droit de propriété de jure. Rappelez-vous, un droit de propriété est toujours interpersonnel et est une revendication, attente de contrôle, qui doit être acceptée par tous les autres agents pertinents. Évidemment, les personnes qui ignorent votre revendication ne peuvent ni la contester ni l'accepter, c'est pourquoi nous nous concentrons sur les agents pertinents. La souveraineté est un contrôle réel sur quelque chose. Lorsqu'un autre agent conteste votre revendication de propriété, il prétend que vous ne devriez pas être le propriétaire de facto de l'objet en question. Une attaque sur la relation interpersonnelle de jure entre les deux agents et l'objet contesté est nécessairement une attaque sur la réalité de facto également, évidemment, si le contestataire refuse simplement de reconnaître votre revendication de jure, mais ne fait rien pour changer la réalité de facto, en termes pratiques, rien n'a changé, vous avez juste ce type qui pense que vous ne devriez pas posséder cet objet. Mais puisqu'il ne fait rien pour changer le fait de votre propriété, cela ne constitue pas un véritable défi. Pour que son défi soit pertinent, il doit prendre une mesure. Bien, jusqu'ici tout va bien, nous avons une définition claire de la propriété et une définition claire de la souveraineté, et nous avons établi la relation fondamentale entre les deux. Maintenant, explorons davantage les implications de cette théorie. Tout d'abord, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent est en parfaite harmonie avec la théorie de la souveraineté de Moldbug. Le contrôle souverain est toujours conservé, il ne disparaît pas ou ne s'évanouit pas dans les airs. Le contrôle souverain peut être transféré, mais il est toujours entre les mains de quelqu'un. Lorsque quelqu'un conteste la revendication de jure, il remet lui-même en question la propriété de facto, résultant en un conflit, nous parlons encore de conflit violent, sur l'objet. Celui qui gagne le conflit acquiert l'objet et devient ainsi le nouveau propriétaire de facto, la souveraineté est conservée, et en supposant qu'aucun autre défi ne soit posé, il devient également le propriétaire de jure. Cela signifie bien sûr que la force fait le droit. Ainsi, dans un contexte social, la différence entre souveraineté et propriété est à peu près celle entre le propriétaire actuel et le propriétaire légitime. Par exemple, si A vole l'objet X à B, A est désormais le propriétaire souverain actuel de X, mais il n'en est pas le propriétaire légitime. S'il l'était, ce ne serait pas un vol. La plupart des conflits humains sont de ce type, des disputes sur la propriété. Lorsque les revendications de propriété de jure ne sont pas alignées avec les propriétaires souverains de facto, de mauvaises choses se produisent. Comme nous l'avons déjà établi, l'un suit toujours l'autre. Ou du moins, c'est ainsi que cela devrait fonctionner. Il est important de réaliser que toute propriété est privée. C'est-à-dire qu'une unité spécifique d'un bien, ou plus généralement un objet spécifique unique, ne peut être possédé ou contrôlé de facto que par une seule personne. Par exemple, vous ne pouvez pas réellement avoir deux agents possédant ensemble la même orange en tant qu'objet singulier entier. Les deux agents pourraient posséder différentes parties de l'objet, mais ils ne peuvent pas tous les deux avoir un contrôle souverain sur la même unité singulière simultanément. Évidemment, un conflit surgirait. Et à la fin, seul l'un d'eux deviendrait le propriétaire de facto de l'objet singulier. La souveraineté est conservée. Tout cela nécessite plus d'élaboration, mais laissons cela pour plus tard. Maintenant, une digression sur le communisme. C'est la raison fondamentale pour laquelle le communisme est retardé. La propriété commune est juste cela, une absurdité. Le concept va à l'encontre de la logique de base. Et si votre concept va à l'encontre de la logique de base, c'est une très mauvaise idée d'essayer de structurer la société autour de cela. Bien sûr, les résultats sont là, le bilan des morts est assez impressionnant. Rappelez-vous, les enfants, les idées stupides peuvent réellement tuer des gens. Bien sûr, les communistes n'ont jamais réellement atteint une propriété commune complète. C'est débile et impossible. Ils ont tué beaucoup de gens, ont vu que cela ne fonctionnait pas et sont revenus à des formes plus standards de propriété. De facto, c'était le parti qui possédait tout. C'est juste ce qu'est la nationalisation. Et chaque formaliste est bien conscient de la loi de fer de l'oligarchie. Ainsi, chaque formaliste sait que le parti est toujours contrôlé par une poignée de personnes. Ainsi, de facto, vous aviez une oligarchie prétendant, de jure, que la situation était l'opposé complet d'une oligarchie, c'est-à-dire le communisme. Comme un formaliste pourrait le prévoir, les résultats étaient horribles, à la fois économiques et sociaux. Ne tentez pas cela chez vous, camarades. Cela montre ce qui se passe lorsque le formalisme n'est pas observé et que la réalité de facto du contrôle réel, la souveraineté, n'est pas en accord avec la revendication de propriété de jure. Le communisme est juste l'exemple le plus clair. Cela m'amène à une objection courante, au monarchisme et aux arguments néo-réactionnaires en général. La Corée du Nord est techniquement une monarchie et c'est nul. Maintenant, où est le problème avec cette déclaration ?
Il existe une réponse assez simple du point de vue formaliste, que je crois avoir été faite auparavant par Moldbug et d'autres, mais cela aide à réitérer. La clé est le mot « techniquement ». Kim Jong-un pourrait être un roi, mais il n'a pas de couronne. La Corée du Nord pourrait être une monarchie de facto, mais elle prétend être une démocratie communiste. Si vous avez assimilé tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent sur la souveraineté et la propriété, vous devriez pouvoir comprendre quel est le problème ici. Les dictateurs communistes sont dans une position très étrange. Ils sont techniquement des autocrates, mais s'ils admettent qu'ils sont des autocrates, ils perdent leur légitimité. La partie la plus ridicule est que tout le monde sait que le président du parti est techniquement un autocrate, mais eux aussi agissent comme s'ils ne l'étaient pas. En privé, tout le monde sait que le communisme est un mensonge. En public, tout le monde doit agir comme si ce n'était pas le cas. Et si l'autocrate de facto admet qu'il est réellement un autocrate, un autre haut fonctionnaire communiste peut facilement le renverser avec beaucoup de soutien, en l'accusant de trahir l'idéal communiste. Je suis plus communiste que toi, donc au goulag avec toi. Si le président du parti n'est pas assez communiste, le président du parti sera limogé et abattu d'une balle dans la tête pour le sale porc réactionnaire qu'il est. Ainsi, notre cher ami Kim Jong-un est coincé. Il ne peut que continuer à prétendre, sinon il est grillé. Cela conduit à un arrangement social et politique plutôt pervers. Un roi dont la légitimité dépend du fait qu'il n'est pas roi n'est pas un vrai roi. Un tel dirigeant doit constamment mentir. Cela perpétue la nécessité d'une propagande constante pour soutenir l'idée que l'autocrate n'est en effet pas un autocrate. Cela rend l'autocrate paranoïaque et lorsque les autocrates sont paranoïaques, ils créent des services secrets et un vaste réseau d'espions qui lui rapportent si quelqu'un parle contre le régime. Parler contre le régime comprend bien sûr dire que le régime est un mensonge, ce qu'il est. En bref, dire la vérité est trahison. Ainsi, l'autocrate persécute tous ceux qui disent la vérité sur le régime parce que tout son pouvoir dépend d'un gros mensonge. Par conséquent, le contrôle des esprits est nécessaire, donc le totalitarisme. Répétez après moi, l'absence de formalisme mène toujours au totalitarisme. Un roi de facto et de jure qui possède un État voudrait maximiser la valeur de son État. Il veut aussi maximiser ses revenus fiscaux. Pour ce faire, il serait motivé à stimuler ses sujets à être productifs et à développer le commerce. Si ces sujets s'enrichissent, le roi lui-même s'enrichit puisqu'il obtient de plus en plus d'argent en taxes. Mais pour que cela se produise, une structure d'incitation appropriée est nécessaire. La propriété privée doit être garantie pour ces sujets, il doit appliquer des lois stables et l'ordre afin que la préférence temporelle de ces sujets diminue et qu'ils deviennent plus productifs. Comment les objectifs du monarque sont naturellement alignés avec beaucoup des objectifs de ces sujets est très clairement élaboré par Hobbes dans son ouvrage « Démocratie, le Dieu qui a échoué », et je ne peux pas réitérer tous ces points. En effet, le roi devrait établir un système de libre entreprise et de capitalisme et veiller à ce que la société soit ordonnée et que la criminalité soit faible. Cela se trouve également être dans l'intérêt de ces sujets. Mais un dictateur communiste ne peut rien faire de tout cela. Lui aussi, comme tout autocrate, aimerait s'enrichir et maximiser la valeur de sa propriété, mais il ne peut pas établir de libre entreprise et de capitalisme. Sa légitimité entière dépend du fait qu'il s'oppose à tout cela. Si tout à coup Kim Jong-un baisse les impôts et privatise toutes les industries, il perd toute légitimité en tant que président du glorieux parti communiste, donc certains de ses camarades plus communistes le remplaceront rapidement comme le nouveau président du parti. Et Kim Jong-un disparaîtra simplement. Et les gens disparaissent tout le temps. Et soudain, tout le monde oublie même que Kim Jong a existé. Du moins, en public. Ainsi, comme nous pouvons le voir, il y a une grande différence entre une monarchie formelle et une informelle. Superficiellement, on pourrait penser qu'elles sont les mêmes, mais le formaliste sait que ce n'est que de la pensée incohérente. C'est pourquoi nous devions réitérer la distinction entre le contrôle de la propriété de facto réelle, qui est la souveraineté, et une revendication de jure de contrôler ou de posséder, qui est la propriété, droit. Si nous voulons construire une théorie politique et sociale solide, nous devons toujours garder à l'esprit cette distinction cruciale et nous souvenir que les deux doivent être correctement alignés. Cet audio vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.